Le truc, c'est spé, donc je pense pas que tout le monde va accrocher parce que c'est quand même. Bon, enfin, c'est marrant, mais bon, après, c'est quand même assez spé, quoi. Eh bien, j'ai envie de dire que peut-être on peut y aller si on est prêt. Hein. À un moment donné, faut se jeter dans le grand bain, hein, même si on sait pas nager, mais c'est pas grave. Au pire, on coule, mais c'est pas grave. Et donc sur ces bonnes paroles, je lance le générique. Et bonsoir. Ce soir, nous sommes dans un petit comité, puisque Monsieur Seri a décidé d'avoir une vie sociale. Franchement, quelle idée. Est-ce qu'on fait ça, nous? Non, je vous jure. C'est vraiment... J'ai une vie sociale avec mes peluches, quoi. Oui, puis au moins, t'es toujours d'accord avec elle. J'ai envie de te dire. Et comme vous l'avez entendu, j'ai 2 troublions avec moi pour m'accompagner ce soir. Avec ses peluches, ce soir, nous avons Florian. Bonsoir. Et sans ses peluches aussi, ce soir, nous avons Olivier. Qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas de peluche? Bon, après, tu fais comme tu veux, hein. Je sais pas, écoute, si tu veux nous les présenter un soir. Il a sa peluche Donnie Darko, en fait. J'ai un gros Totoro à côté de moi. Oh, c'est mignon. C'est vrai en plus. C'est trop bien. Bonsoir les Totoro. Tout le monde. Eh bien, ce soir, nous aurons un épisode très classique avec beaucoup d'actualités, puisque cette semaine, la semaine dernière, il y avait les TCA, donc beaucoup d'informations de la part de toutes les chaînes. On vous ferait aussi nos recommandations avec pas mal de choses qui sortent un peu de l'ordinaire, dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler sur les réseaux. Hein, donc, j'espère qu'on va vous faire découvrir pas mal de jolies choses. Et donc, j'ai envie de dire, eh bien, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir passer aux actus. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ben, ça m'arrange. Attention, chers clients, la petite Emactu est attendue par ses parents à l'accueil. La petite Emactu, merci. Et j'ouvre le bal des actus avec un gros lot de commandes de la part de Hulu qui a annoncé pendant CTCA, mais genre une brouette de nouveautés. Moi je vais parler uniquement là déjà des nouveautés Marvel, puisque Hulu a commandé 4 séries animées Marvel plus un spécial. En fait elle veut se la jouer un peu Netflix. Je pense qu'il y a un petit côté ouais, Netflix l'a fait, ça a bien marché, peut-être on peut s'insérer dans le game vu que Netflix lâche ses Marvel les uns après les autres, et donc elle va récupérer des héros, si on peut les appeler comme ça, qui sont pas forcément les héros les plus connus de l'univers Marvel, mais pourquoi pas. C'est une brouette de commandes Marvel, on est d'accord. Ah oui, c'est une brouette de commandes Marvel, là, ils ont... Eh ben, tu sais par quoi c'est sponsorisé? Non, Marvel Land. Ben oui, mais... Voilà. Après, est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas, parce que parmi les héros, enfin, si on peut appeler des héros, qui seront mis en avant, donc il y aura MODOK qui aura sa propre série. Alors moi, j'aime bien MODOK puisqu'il ressemble à rien, c'est une petite patate. C'est une patate avec des fusées au cul, et moi, ça me fait marrer. C'est une patate avec des fusées au cul, c'est inspirant, en fait. Bah oui, moi ça me fait... Non, mais en fait, il me fait vachement penser à... Merde, je sais plus comment il s'appelle, celui dans les Tortues Ninja, là, l'espèce de cerveau... Krang. Oui, Krang, voilà, et il me fait penser à lui, et donc moi ça me fait marrer, enfin, voilà. Donc la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y aura, parmi les scénaristes, il y aura Patton Oswalt qui sera dedans, donc je me dis qu'il y aura peut-être un petit grain de folie sympathique, donc pourquoi pas. Après, on aura Hitmonkey, donc c'est un singe japonais qui est en fait dirigé par le fantôme d'un assassin américain. Et voilà, et le mec, c'est un peu Hitman qui va jouer sur sa vengeance. Donc pourquoi pas? C'est un peu n'importe quoi aussi de cette série, mais après, faut voir. Après, on a Tarja et Dazzler, qui sont 2 héroïnes que moi, je connaissais pas vraiment beaucoup dans l'univers Marvel. Donc je passe très vite dessus. C'est quand même de la 4e zone, quoi. Enfin, ouais, voilà. Après, elles sont... Enfin, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, on a déjà vu des séries où c'était des seconds couteaux qui prenaient le lead et ça donnait pas forcément quelque chose de honteux, mais voilà. Mais celui que j'attends le plus, ça va être Howard the Duck.
parce que Howard the Duck, moi j'ai un grand amour pour ce personnage, même si je me suis endormie minablement devant le film, hein. Mais Howard the Duck, quand même, il a ce petit charme tu sais que ça va être mauvais, mais t'aimes bien quand même un peu dans le fond. Le plaisir coupable. C'est ça. Et donc tout ce petit monde, au final, il sera réuni dans The Offenders. Donc si ça vous rappelle pas quelque chose, je sais pas, petit clin d'œil aux Defenders. Voilà, ça va être leur petit crossover. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Je demande à voir. Après, c'est des séries animées, donc on va peut-être pas retrouver le truc honteux du Howard the Duck version live action avec des effets spéciaux à deux ronds. Non, je pense qu'ils vont y aller à donf dans l'espèce de délire méta, étant donné que Howard the Duck, il est apparu en espèce de mini clin d'œil à la fin du premier Gardien de la Galaxie. Ouais. C'était quelque chose où le réalisateur, enfin James Gunn, et voulait absolument avoir cette espèce de mini clin d'œil et tout. Mais je pense que ouais, Howard the Duck, ça va être un espèce de trip méta totalement barré, totalement irrévérencieux. C'est surtout que la grosse surprise, c'est que c'est Kevin Smith qui va écrire Howard the Duck, enfin qui va écrire et produire Howard the Duck avec un autre larron. Et Dave Willis. Et voilà. Et que pour ça, je connais pas. Le truc, c'est que Kevin Smith, en fait, c'est assez, quelque part, c'est assez bizarre parce que bon, je pensais vraiment qu'il s'entraînerait au film et à 2-3 épisodes de série. Donc voilà, enfin, ça va pas être sa première incursion dans l'animation parce qu'il avait déjà fait, je crois, une série animée Jay and Silent Bob en fait. Parce que donc l'univers de Clerks, enfin sur l'univers de Kevin Smith, il y avait pas mal de choses autour de Jay and Silent Bob, et je crois qu'à un moment il y a eu un cartoon qui s'est fait. Et du coup, moi, le gros souci que j'ai, c'est que ce que j'ai expliqué sur Twitter, la première série adulte animée de Marvel Television, ça aurait dû être Deadpool. Et Deadpool, ça avait l'air tellement rentre-dedans et ça avait l'air tellement irrévérencieux que Marvel a décidé de ne pas le faire. Ils ont pas d'humour, bouh. Non, si, je pense qu'ils ont de l'humour. Je pense aussi qu'ils voulaient pas se fâcher avec la terre entière. Et je pense que malheureusement, ce que Donald Glover et Steven Glover ont proposé, c'était quelque chose qui tire sur absolument tout. Parce que, ouais, honnêtement, enfin, je pense qu'ils voulaient faire une espèce de truc à la Boondocks qui tire sur tout et n'importe quoi, et pas quelque chose qui fasse de la fausse irrévérence ou des choses comme ça. Le gros problème, en fait, c'est que Donald et Steven Glover, comme peut-être vous le savez, ils sont noirs. Et malheureusement, sur les 4 séries commandées pour adultes, il y a aucun Afro-Américain, en fait, parmi les producteurs. Donc ça, c'est pas terrible, quoi. Il y a des meufs, il y a 2 femmes, donc des gens qui sont assez connus, puisqu'il y a c'est quand même Chelsea Handler qui va écrire une série Marvel. Ouais, sur Tigra et Dazzler. Voilà, je sais pas, voilà, donc elle s'est retrouvée là, co-créatrice de ça. Je sais pas si vous aviez vu la sitcom basée sur sa vie qui s'appelle Are You There Vodka It's Me Chelsea, qui a été très vite annulée. Non plus. Mais bon, enfin ça, c'était pas, je pense pas que c'était super mémorable. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui passe d'un talk show Netflix à ça, sachant qu'il y a eu une série qu'elle a fait autour de son propre nom qui s'est pas super bien faite, qui a pas super bien marché. Moi, je sais pas. Je sais pas, la palanquée de noms là sur ces 4 séries là, je trouve quand même ça un tout petit peu bizarre sur certains aspects, quoi. Ouais, bon, je pense que ça va pas être terrible, et je pense que ça a été fait un peu dans la précipitation à vouloir concurrencer Netflix et le prochain Disney+, mais je sais pas. Bon, après, non, mais j'avoue, je vais regarder, mais... Voilà, c'est réjouissant parce qu'on va avoir des trucs, on risque d'avoir des trucs qui sont totalement destroy. Après, si niveau écriture ou niveau animation, que ça suit pas, voilà quoi. C'est dommage, ça va être du gâchis. Mais enfin bon, on va quand même regarder. Et du coup, je te laisse la parole puisque je te laisse rester sur Hulu pour parler d'une autre commande du streaming. Oui, mais de quoi de laquelle parles-tu? Il y en a plusieurs. Alors, je te parle de Hulu. Donc, Marty et Léo, tu m'as mis, qui développent une série pour Hulu.
Oui, alors vite fait, oui. Ouais. Je donc ouais, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio, donc ils vont adapter un livre qui s'appelle The Devil and the White City. Donc ça fait partie des multiples commandes qui ont été annoncées. Donc ça va être une série qui se passe au début du XXe siècle, hein, et qui va suivre un serial killer lors de l'exposition universelle de Chicago. Donc ça paraît quand même assez high concept. Sauf que, en gros, c'est encore un serial killer qui va torturer et mutiler des femmes. Donc, j'ai envie de dire que c'est assez moyen comme pitch parce que on en voit un tout petit peu pas mal. Le problème avec ça, c'est que Martin Scorsese, on ne sait pas s'il va trop réaliser. Enfin, il est prévu qu'il produise. Et quant à Leonardo DiCaprio, je ne pense pas qu'il tienne la parole de tenir un des premiers rôles de Devil in the Wild City en série, puisque à la base, il devait développer ça pour le film. Donc voilà, enfin, je pense que ça va être commandé, mais la dernière série produite par Martin Scorsese, bon, on a vu ce que ça a donné, c'était vinyle, et malheureusement, C'était chiant. et c'était cher. C'était surtout cher. Le problème, c'est que tout était mis dans le premier épisode et puis après derrière il n'y avait plus rien, quoi. Donc voilà. Donc si ça fait la même chose. Et c'est surtout que moi, ce que j'en pense, enfin, je suis assez tiède sur ce projet en développement. Parce que Martin Scorsese a eu cette citation vachement sympa pour le reste de l'équipe de vinyle, comme quoi il aurait dû réaliser tous les épisodes de la saison 1, comme ça se serait pas planté. De toute façon, les autres, c'est des merdes. Merci, voilà. Bonsoir. Ça aurait coulé le studio aussi, parce que c'est ça. Ce qu'il dit pas, c'est que tout le budget était dans le premier épisode et qu'après, les autres, ils ont dû se démerder avec que dalle. Donc, effectivement, c'est plus facile quand même. Eh oui. Très bien. Et ben moi, je vais rester dans l'univers des comics, puisque FX a commandé finalement, enfin, l'adaptation de Why the Last Man, qui est un super comics, que si vous l'avez pas lu, je vous le recommande chaudement. Je connais pas du tout. Ah, mais ça, il faut le lire, parce que c'est très très bien. Ça sera diffusé, enfin, la série sera diffusée en 2020, donc on a déjà le temps de voir venir. Pour vous résumer un petit peu de quoi ça va parler, alors... La série sera basée sur le comics normalement d'assez près. Donc on est dans un monde post-apocalyptique où tous les hommes sont morts sauf un. Et donc celui qui reste c'est Y, donc Y c'est juste la lettre Y, et donc il va traverser ce monde enfin tout ce qui reste de ce monde après un cataclysme qui a décimé tout le monde. On sait pas exactement au début ce qui a causé ce cataclysme, et en fait il va essayer de se faire sa place dans un nouvel ordre mondial qui du coup est composé exclusivement de femmes, sauf lui. Donc c'est un comic qui parle beaucoup du genre, de race, de classe, de survie, etc. Et c'est hyper bien foutu. Ça a été publié à partir de 2002, ça a reçu 3 prix Eisner, enfin c'est vraiment un comics qui est très bien. Au niveau de la série, au casting, il y aura Diane Lane, il y aura Barry Keoghan, il y aura Imogen Poots, que j'adore très très fort, beaucoup de monde, donc voilà, je suis très impatiente de voir ce que ça va donner, parce que ça faisait un petit moment que FX avait annoncé qu'il développait la série, et donc j'espère que ça sera très bien. Et je pense que ça va être très bien, tu sais pourquoi ? Parce que parmi les co-showrunners, en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Green. Oui. Et Michael Green, c'est le monsieur qui a scénarisé Blade Runner 2049 au cinéma, et c'est aussi le monsieur qui a co-créé et showrunné la saison 1 de American Gods avec monsieur Brian Fuller. Donc c'est un poids lourd qui, en général, ne débarque pas sur des projets pour faire du travail de sagouin ou du travail de babouin, puisqu'on parle de Why the Last Man. Non, l'autre truc qui est intéressant, c'est que Why the Last Man, ça fait 15 ans que c'est en développement Hell, donc que ça ne sortait pas du développement d'un film. Et le film, en fait, a été porté par un monsieur qui s'appelle DJ Caruso, qui est le plus connu pour avoir réalisé des films qui sont pas super mémorables, comme I Am Number 4, Eagle Eye, des choses comme ça, plein de films pas mémorables avec Shia LaBeouf.
Et donc l'idée de développer un film Why the Last Man, ça faisait des années qu'elle traînait. Donc le fait que ça soit adapté en série sur FX avec ce casting-là et avec ces producteurs-là, c'est quand même bien. Et une dernière chose, logiquement, comme c'est un des événements de 2020, il y a une grosse chance que ça soit repris en diffusion simultanée sur Canal+. Mais ça, c'est de la bonne nouvelle. Ouais. Ouais. Vous me donnez envie en tout cas. J'espère. Je me lance. Je reste pour encore un tout petit temps sur les bonnes nouvelles. Florian, un des meilleurs groupes du monde, va avoir droit à sa série. Alors, tu ne le sais pas, mais moi j'ai deux amours. J'ai Paris et j'ai le Wu-Tang. Voilà. Voilà, c'est ma punchline, donc il n'y a pas de news. Je voulais juste dire que j'aimais Paris et le Wu-Tang, en fait. et Castillon d'Arteschi, mon village préféré, mon village de cœur. Anyway. Donc, la série, alors il y a deux gros projets télévisés autour de Wu-Tang Clan qui sont en train de se passer. Qui sont vraiment excitants. Tout d'abord, va y avoir une mini-série, une docu-série en 4 parties qui est produite par un journaliste hip-hop qui s'appelle Sacha Jenkins et qui s'appelle Of Mics and Men. Donc ça va être diffusé sur Showtime en mai. Ça a été projeté à Sundance. Il y avait tout le Wu-Tang Clan qui s'est réuni pour l'occasion et qui a fait un mini-concert et tout. Donc il y a ça et là, on a appris, donc pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, que la série Wu-Tang An American Saga était commandé pour Hulu et on a le cast de certaines personnes qui vont jouer le Wu-Tang Clan qui vont jouer une partie des membres du Wu-Tang Clan parce que donc il y a des personnages fictifs et il y a des personnages donc avant donc d'être entre guillemets recrutés par The RZA, puisque voilà c'est le RZA, donc on prononce RZA, pardon. Et avant qu'ils soient recrutés donc pour former le Wu-Tang Clan, en fait, ils étaient dans les rues de New York, dans les rues de Staten Island, à faire un tout petit peu n'importe quoi et à être tentés par une vie de gangster. Donc en gros, la série va plus ou moins raconter ça. Il y a une tête qui est vachement connue, j'ai nommé Monsieur Shameik Moore. Shameik Moore, en fait, c'est le monsieur qui a joué le héros dans Dope, qui a fait la voix de Miles Morales dans Spider-Man Into the Spider-Verse en décembre, c'était lui. Et c'est aussi le monsieur qui a fait le DJ dans The Get Down, en fait, dans The Get Down saison 1. Donc c'est un mec qui est vachement en vue. Et donc là, il va jouer un personnage fictif dans cette série-là. Y a un autre mec qui a été casté en tant que Dennis Coles qui s'appelle Siddiq Sanderson. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc il va jouer donc un Dennis Coles à 19 ans, mais qui est Dennis Coles en fait? Eh bien c'est le vrai nom de celui qui va être appelé à devenir un des MC les plus iconiques et les plus représentatifs du clan, Ghostface Killah. Donc ils ont leur Ghostface Killah, ils ont leur RZA, ils ont aussi un réalisateur très talentueux qui nous vient des clips en fait, donc il est peut-être moins... il a réalisé quelques films, mais il est surtout connu pour sa carrière sur des clips hip-hop R&B. C'est un mec qui a beaucoup tourné sur MTV. C'est un monsieur qui s'appelle Chris Robinson. Et Chris Robinson, en fait, c'est un excellent réalisateur qui est passé à la télé avec Maestria parce qu'il a fait une super mini-série qui a été diffusée sur BET, retraçant la carrière du groupe de R&B New Edition. Et l'avantage d'avoir un mec comme Chris Robinson à la barre, c'est que il a un vrai cachet, il a un vrai œil pour la photographie et tout, et du coup ça va avoir un aspect qui va être vraiment très léché, parce que déjà avec une petite série comme New Edition Story, il a réussi à faire quelque chose de vraiment impressionnant. Donc honnêtement, Wu-Tang An American Saga, ça va être sur le papier, ça s'annonce d'être du très lourd, quoi. Même pour les gens qui n'ont pas énormément d'affinité pour le hip-hop. Ouais. Mais en tout cas, moi, je t'avoue que le Wu-Tang, moi, j'adore. Après, je suis pas une grande connaisseuse, mais franchement, ça m'intéresse de regarder parce que déjà, ça doit être vachement intéressant. Que deux, ça sera sûrement très bien réalisé et très bien raconté. Donc, franchement, j'ai jeté un coup d'œil.
Je te laisse annoncer la dernière bonne nouvelle et après on va passer malheureusement aux mauvaises nouvelles. Donc il paraît qu'il y a des gens qui s'étaient retrouvés un peu sur le trottoir mais qui finalement, bonne nouvelle, ils retrouvent du taf, dis donc. Ouais, en fait, il y a... Ils avaient pas notre temps en fait, et c'était les acteurs de Timeless. Tu vois, je suis dans les vannes expérimentales, hein, tu vois, j'ai absolument rien préparé. Si on avait Cécile, elle commencerait à chanter le générique de Prison Break, tu vois. Oui. J'ai pas le temps, mon esprit. Dédicace à Cécile. Anyway, le truc avec Timeless, c'est que ça avait une grosse base de fans, que ça a été annulé, mais qu'il y a eu un téléfilm de 2 heures et que maintenant les acteurs sont libres comme l'air. Il faut rester libre comme l'air. Comme Max. Exactement, et libre Max aussi. Et donc il y a 2 acteurs qui ont donc en moins de 24 heures retrouvé du taf. C'est donc Abigail Spencer qui donc était auparavant dans Rectify et qui va être à la tête de Reprisal. Et Reprisal, en fait, elle va jouer une femme fatale. C'est surtout une femme fatale qui va être laissée pour morte et qui va prendre sa revanche tout à fait méthodique contre un gang de mercenaires. Voilà, pourquoi ne pas faire ambitieux. Et donc ça va être diffusé sur Hulu, ça vient d'être recommandé. Et de l'autre côté, on a Matt Lanter qui, lui, va pas vraiment pas être tout seul parce qu'il fait partie du premier projet de série télé à être produit d'après les comic books de Mark Millar. Ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix, comme ils ont absolument pas d'argent, ils ont annexé la compagnie de comics de Mark Millar pour produire des films et des séries à destination donc, de ce service. Et ils vont aussi produire des comics. Et ils vont aussi produire des commerces, donc tout ça c'est sous la bannière Millar World. Et ils vont mettre en production là sous peu Jupiter's Legacy. Oui. Et Jupiter's Legacy, voilà, ça va être surtout écrit par un habitué de Netflix, puisqu'il s'appelle Steven S. D. Knight, qui a officié sur la première saison de Daredevil, et qui auparavant était sur Spartacus, qui a réalisé un très très mauvais film Pacific Rim, donc ce pourquoi je ne le remercie pas, je sais pas ce que t'en penses Olivier, mais voilà. Olivier ? On l'a perdu. Olivier ? Toi, c'est l'effet Pacific Rim, ça là. Ah, là c'est... Ah, on dirait qu'Olivier n'a... Bon... Bah écoute. Ah, Olivier, tu es en mute en fait. Voilà. Qui a fait fermer sa gueule à Olivier ? À moi ? Écoute, peut-être que Olivier est parti faire caca. Nous ne le savons pas. Ah, attention. Allô ? Allô. Ouais, désolé, allô. J'ai eu un problème d'internet. Là. D'accord. J'ai pas bien compris. Donc, du coup, j'ai entendu que la fin là. Et donc, qu'est-ce que tu as entendu ? Dis-nous tout. J'ai entendu Olivier. Olivier. Tu sais, c'est pareil dans les séries, quand tu sors d'un coma, tu commences à entendre ton prénom. Voilà. Olivier. Reviens. Du coup, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. La question était, qu'en penses-tu de Pacific Rim ? Le 2, celui réalisé par Steven S. D. Knight, qui va faire Jupiter's Legacy. J'ai pas du tout vu le 2 puisque j'ai pas du tout aimé le 1. Et bah c'est très bien, reste comme ça. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai l'impression que j'ai pas fait un mauvais choix. Non, surtout sur le deuxième. Après, je ne partage pas ton opinion sur le premier, mais voilà, au moins ça explique. Donc Steven S. D. Knight donc revient aux affaires séries et donc le cast va y avoir Matt Lanter, le monsieur de Timeless, et il va être accompagné de Josh Duhamel, qui donc reprend du service pour la télé après Las Vegas. Ben Daniels, c'est intéressant parce qu'il a fait un excellent méchant dans une série trop peu vue de Stars qui s'appelle Flesh and Bone. Et il y a Leslie Bibb, que l'on adore. Bien d'ailleurs. Ouais. Il y a Leslie Bibb, il y aura aussi Elena Camporis, Andrew Horton et aussi Mike Wade qui était casté dans Force the People. D'ailleurs, Force the People, ça a été annulé, je crois. C'est la série de Shonda Rhimes. Il me semble, oui. Ça a pas fait grand vague. Hein. Voilà. Non, et donc beaucoup de gens qui retrouvent beaucoup de... Et donc ils vont jouer les tout premiers super-héros américains
à être né donc dans les années 1930. Voilà. Très très bien. Et ben écoute, pareil, je pense que je vais regarder. Hein, je suis une grande victime. Eh bien écoute, c'était la fin des bonnes nouvelles. Maintenant, malheureusement, on va devoir passer aux mauvaises nouvelles. Et Olivier, puisque tu es revenu, Oui. tu vas nous annoncer que la meilleure série d'espionnage du moment, on va devoir lui dire adieu. Ouais, là, je suis tout triste, quoi. Enfin, je sais pas comment je vais faire pour m'en remettre, là, mais on a appris que Counterpart, qui, pour moi, était une des meilleures séries de ces 2 dernières années, là, a été annulée par Stars, exactement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Counterpart, écoutez, le mieux ce serait de vous y mettre parce que franchement ça vaut le coup. C'est un peu compliqué à suivre comme série parce qu'il y a deux mondes qui sont deux mondes miroirs et en fait dans la série ils nous montrent pas vraiment la différence entre les deux mondes et tout, donc c'est pas toujours simple à suivre, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est quand même une des séries les plus intelligentes que j'ai vues ces 2 dernières années, quoi. Donc voilà, mais malheureusement ça va s'arrêter. Il n'y aura même pas de 3e saison. Il y a quand même un petit espoir. On a laissé un tout Ouais, petit espoir que Ouais, ça peut être racheté. ça peut être racheté par une autre. ailleurs. Moi je verrais bien ça sur Amazon. Je trouve que ça. Ouais, ça reste bien dans le style. Ouais, c'est ça. Ça fait ces petites séries qui gonfleraient un peu leur catalogue, qui seraient vraiment pas mal. Ouais, mais Et- surtout que Counterpart, en fait, le problème, c'est que si ils ont pas le temps de boucler une fin, c'est le genre de série qui va te laisser forcément sur ta fin parce que, Ouais, parce que quoi, ça part dans on tous peut- les sens, quoi. On peut pas nous laisser comme ça. Enfin, Je- c'est pas possible, quoi. je sais pas. Enfin, le dernier épisode apparemment s'il est diffusé cette semaine. Ouais. Et donc ça sera sur OCS dans la foulée puisque c'est eux qui la diffusent. C'est ça. Moi, j'ai vraiment pas d'explication sur pourquoi ils annuleraient une série qui est aussi bien suivie critiquement, enfin aussi bien suivie par les critiques et ceux qui la regardent kiffent. Maintenant, il y a un autre truc que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi ils ont choisi de diffuser les saisons 1 et la saison 2 en décembre et janvier, qui est voilà, enfin, c'est en No Man's Land en fait, donc il y a plein d'épisodes qui ont été diffusés genre pendant les fêtes et tout, donc je ne comprends pas C'est exactement. Surtout que, comme le disait Olivier, c'est une série qui est déjà assez compliquée à regarder, donc si c'est. Enfin, t'es obligé de suivre en fait. C'est pas, tu peux pas le regarder Ah ouais, que non, d'un œil. on peut pas regarder son téléphone en même temps parce que dès que tu fais autre chose, tu loupes une information hyper importante et t'es complètement largué, quoi. Donc non, c'est un truc, il faut être concentré. Effectivement, les fêtes c'est pas le meilleur moment pour ça, quoi. Et puis faut voir les épisodes de manière un peu rapprochée parce que c'est vrai que dès que tu loupes là, je suis parti en voyage pendant 2 semaines. Quand je suis revenu et qu'il a fallu me remettre dedans, putain, j'avais déjà tout oublié, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça vaut vraiment le coup de le regarder. Et j'espère qu'effectivement, déjà, j'espère que le dernier épisode apportera un semblant de fin satisfaisant si jamais il n'y a pas de reprise. Et puis, si avec un peu de chance, ça va être repris, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que c'était vraiment une série qui méritait un destin à la Fringe, quoi. Qui méritait 5-6 saisons, ça pouvait le faire facilement, quoi. Il y avait tellement de choses à dire, ça partait tellement dans tous les sens. Il y avait tellement de personnages différents qu'on pouvait reprendre, développer et tout, que finalement, s'il y a bien une série qui pouvait durer, c'est celle-là, quoi. Il y avait tellement de choses à dire que je trouve ça vraiment triste que ça s'arrête. Eh oui, bah écoute, on va faire nos funérailles dimanche soir. Ouais, ça va Puis, être triste, hein. Ouais. Et je continue sur les mauvaises nouvelles, mais peut-être une mauvaise nouvelle qui finalement ne verra jamais le jour, sait-on jamais. Un des meilleurs films de tous les temps et un des films les plus longs de tous les temps, mais un de mes films préférés, va peut-être être adapté. Ah ben c'est même confirmé, ça va être adapté, c'est commandé en série. Sniff. Et oui, c'est commandé en série et en même temps, ça aurait été ballot que ça soit pas commandé parce que j'ai appris que c'était en développement depuis juillet 2017. Oh merde, Et déjà oui, ça part mal, que ça donc, reste trop longtemps de développement, c'est pas bon. Voilà, t'as 18 mois, t'as quand même 18 mois de développement derrière, quoi. C'est pas Donc, bon signe, quand même, hein. Eh bien, ce film, c'est The Right Stuff, alias L'étoffe des héros en français. Donc, avant toute chose, pourquoi ? Mais surtout pourquoi ?
Pourquoi donc voilà, l'étoffe des héros, cela suit donc un groupe d'astronautes qui sont donc sévèrement sévèrement compétents et sévèrement Cinglés. sévèrement sanglés, sévèrement aventuriers et qui vont prendre part à la première au premier programme spatial américain au milieu des années 50 en fait, en 1958. Comme Elodie l'a expliqué, ça a été adapté dans un véritable chef-d'œuvre et un des films les mieux pensés et les mieux tournés de tous les temps, c'est pas rien, ça à voir en si 1983. Donc voilà, c'est absolument indispensable à voir. Moi, je l'ai découvert vraiment sur le tard. Je l'ai littéralement découvert il y a 2 ans et ça m'a vrillé le cerveau. Je ne déconne pas, c'est vraiment aussi puissant que ça. Et le truc, c'est que donc ça va être adapté par Leonardo DiCaprio via Happy and White Production. Et c'est un scénariste de Castle Rock qui s'appelle Marc Lafferty qui va être élu pour être le showrunner. Parmi les gens certainement très très compétents qui vont devoir passer derrière le film L'étoffe des héros, il y a donc David Nutter qui réalise Game of Thrones, plusieurs pilotes ma foi très très réussis. Et bien il va réaliser le premier épisode de cette chose dont je ne sais pas le pourquoi de l'existence. Donc ça sera diffusé sur National Geographic, Nat Geo, puisque c'est la nouvelle appellation. Et comme la plupart des séries de Nat Geo, ça sera repris sur la chaîne Nat Geo française. Voilà. Ouais. Après, ça peut être pas trop mal, mais il faudrait qu'il s'éloigne vachement du film de base et que, c'est ça, quoi. Que à la rigueur, soit plus l'histoire de la conquête spatiale, quoi. Mais là, alors, ce qui va être intéressant, c'est que c'est plus ou moins une série anthologique, puisque chaque saison, donc la saison 2, suivra une mission spatiale différente. Voilà. Ok. Ouais. Bon, je crois qu'au final, ça n'aura rien à voir avec le film, en fait. Ouais, je crois qu'ils auraient dû appeler ça autrement, en fait. Ça aurait été... Ouais. Bon, on verra bien, écoute. Je te laisse annoncer Ouais. Je trouve que c'est toujours se mettre une pression pas nécessaire que de... Bah oui, parce que t'es obligé après d'être au niveau du film, et là, en l'occurrence, c'est pas possible. Après, bon, le truc, c'est qu'enfin, moi, ce qui me rend un tout petit peu confiance, c'est que jusqu'à présent, ce que j'ai vu de série Nat Geo, ça n'est vraiment pas de la merde. Donc, on a parlé de Mars il y a quelques mois et on a parlé de Valley of the Boom. On a parlé de Valley of the Boom qui est quand même une super réussite. C'était génial ça. En fait, globalement, moi je doute pas de la qualité finale du truc, quoi. C'est juste que je pense que c'est un peu bête de l'avoir appelé comme ça, et parce que finalement ce sera peut-être bien, quoi. Après, il y avait peut-être aussi un problème de droit, parce que me semble-t-il que L'étoffe des héros c'était déjà adapté d'un bouquin, et que peut-être du coup la série sera plus adaptée du bouquin que du film, mais c'est peut-être un peu plus vendeur quand même de dire que c'est adapté du film, parce que le bouquin personne connaît. Non, mais c'est surtout que même au niveau, enfin voilà, le film L'étoffe des héros, enfin c'est le studio qui produisait le film, enfin c'est Warner Horizon Television qui produit la série, et donc ils ont aussi également produit le film. Donc ils se sont assurés qu'il y ait une filiation à la fois avec le livre et à la fois avec le film. Ouais. Ok, très bien. Je te laisse annoncer la dernière petite mauvaise nouvelle. Bon, ça va pas nous faire pleurer, mais ça parle d'un talk show qui va bof quoi. Mais alors là non plus, je suis beaucoup moins circonspect, mais je n'en reste pas moins un tout petit peu dubitatif, dirons-nous. Donc Comedy Central ont encore une case horaire à fournir après le départ de Jordan Klepper, donc c'est juste après le Daily Show. Et leur dernière idée de génie, c'est d'engager un comédien bien connu, puisqu'il s'agit de David Spade. Et donc David Spade, c'est donc le monsieur qui fut un temps était dans Saturday Night Live, qui fut un temps a joué dans Voilà qui est le titre français de Just Shoot Me, en fait, qui est une série NBC, une sitcom NBC vraiment cultissime, qui a été diffusée chez nous sur Comédie ou Jimmy, enfin je me souviens plus. En tout cas, elle a été diffusée sous le nom Voilà. Et donc c'est lui qui va être donc 4 jours par semaine, donc juste après Trevor Noah, pour donc commenter la pop culture du jour. Il n'y a pas encore de nom. Le problème, c'est que David Spade
à part ses rôles donc dans les sitcoms, dans Rules of Engagement, à part ses seconds rôles, voilà, qui sont là pour les films de Adam Sandler, je vois pas trop en quoi le nom de David Spade était assez vendeur pour qu'il soit recruté pour Comédie Centrale. C'est peut-être le seul qui a dit oui, tout simplement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui veulent bosser pour Comédie Centrale. Le gros truc, c'est que donc ça arrive après Jordan Klepper qui n'a pas énormément marché niveau audience, mais qui va continuer à bosser pour la chaîne. Et ça arrive aussi après Larry Wilmore, qui pour le coup avait quand même une vraie proposition et qui avait quand même un vrai engagement politique qui était un tout petit peu différent du Daily Show. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de mal à voir à quoi va servir l'arrivée de David Spade sur Comedy Central. J'ai envie de dire très bien pour lui, mais je pense pas qu'il ait une personnalité vraiment suffisante pour tenir tout un talk show, quoi. Sachant que là, les derniers talk shows qui ont été lancés, il y a quand même le talk show de Busy Phillips qui est quand même autre chose que en termes de personnalité que David Spade, quoi. Donc, bon. On verra. Bon, on lui souhaite bon courage en tout cas. Yes. Et ça sera aussi probablement repris en France, puisque là, depuis quelques semaines, Comedy Central diffuse le lendemain de la diffusion américaine le Daily Show. Et donc, ça sera sans doute sous-titré et reproduit dans les 24 heures suivant diffusion. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je crois que nous avons fait le tour de l'actualité pour cette semaine. C'était une actualité très riche en tout cas. Et il est temps de passer aux recommandations. Ah si, c'est Rocco. Quand je fais pas des paroles, je fais des jingles pour des podcasts. Et voilà. Bon, c'est les recommandations. Ciao. Et parmi les recommandations, Olivier, tu vas nous parler d'une série que personnellement j'avais jamais entendu parler. Il s'agit de Black Earth Rising. Ouais, alors c'est une série qui est sur Netflix, qui vient d'arriver sur Netflix là. C'est une série anglaise. Alors je vais me lancer je vais essayer de vous faire le pitch parce que c'est pas évident, le sujet est assez complexe. Donc c'est le moment de vous concentrer. Si vous avez besoin d'aller pisser, mettez pause, revenez après. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est là, c'est le moment. Vous concentrez que sur ça. Vous arrêtez tout ce que vous faites. Et surtout, moi, je vais essayer de faire un pitch qui est le plus clair possible. C'est pas évident. Et si vous êtes au WC et que vous avez les écouteurs et que vous pissez trop fort, en fait, n'hésitez pas à monter le son pour continuer à suivre. Bon, c'est bien maintenant. J'ai des visions de gens en train de pisser, en train de m'écouter. C'est pas du tout déstabilisant. Déjà, des gens qui m'écoutent, c'est bizarre. Et alors, en train de pisser. Écoute, moi je trouve ça flatteur. Oui. Mais ma vie a changé depuis quelques temps. Donc Black Earth Rising, ça n'a rien à voir avec des gens qui pissent. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Kate, qui est une Britannique d'origine rwandaise, et plus précisément, elle appartient à l'ethnie Tutsi. Et en fait, elle a été recueillie en 1994 à la fin du génocide des Tutsis, donc de son ethnie, par les Hutus. Donc on se souvient tous du massacre des Tutsis au Rwanda. Et celle qui donc toute sa famille a été tuée pendant ce massacre-là. Et celle qui l'a recueillie, ce n'est autre qu'une célèbre procureure britannique qui s'appelle Eve Ashby et qui est spécialisée dans les procès de criminels de guerre au tribunal pénal international de La Haye. Donc voilà, pendant qu'elle était en train d'enquêter sur le génocide, il se trouve qu'elle trouve cet enfant qui est donc orpheline, et elle la recueille. Et donc l'histoire se passe 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, donc ça se passe, parce que le génocide en 94, et ça se passe de nos jours. Et donc Kate, qui a à peu près 25 ans, un truc comme ça, travaille pour le même juge que sa mère adoptive, mais en fait, dans le premier épisode, elle va se confronter à elle, car
Eve décide d'ouvrir une instruction contre un membre de l'armée Tutsi qui est considéré comme un héros par Kate et qui, en fait, après avoir sauvé l'ethnie Tutsi, euh, est accusé d'avoir perpétré lui aussi des massacres au Congo, qui est le pays voisin du Rwanda. Donc, sauf que un événement au début de l'épisode 2 va venir chambouler complètement les cartes et va venir chambouler ses convictions et sa vie. Donc voilà, je sais pas si c'est tout à fait clair, mais en fait déjà l'événement historique qui est le génocide des Tutsis est pas non plus un événement très clair pour nous. On en a entendu parler, mais on n'a jamais vraiment de l'extérieur, on n'a jamais vraiment tout compris de ce qui s'était passé. Donc en fait, le premier épisode sert justement à montrer tout ce contexte-là et à essayer de faire en sorte qu'on puisse ce soit le plus clair possible et qu'on comprenne bien quels sont les tenants et les aboutissants de toute cette histoire très compliquée. Et en fait, l'histoire commence vraiment, l'intrigue commence vraiment à partir du début du deuxième épisode avec l'événement dont je vous parlais. Donc c'est vraiment construit comme un thriller politique. C'est hyper bien ficelé, c'est haletant, c'est addictif, il se passe toujours quelque chose. C'est anglais, donc si vous avez aimé Bodyguard par exemple, c'est vraiment tout à fait sur le même rythme. C'est avec les mêmes ficelles. C'est hyper addictif parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Il y a un casting parfait avec Michaela Cole, je sais pas comment Oui, c'est bon. C'est bon. qui jouait, qu'on a vu dans Chewing Gum, donc qui était une comédie, donc rien à voir, qui a joué aussi dans un épisode ou deux de Black Mirror, il me semble. Oui, dans l'épisode parodiant Star Trek. Voilà, c'est ça. Et puis il y a John Goodman, moi, qui est l'acteur, un des acteurs que je préfère, qu'on avait vu en série, qu'on avait vu dans Trémé ou Dans Damages saison 5. voilà, c'est ça. Et moi, il m'avait éclaté dans Trémé. Et bon, voilà, John Goodman, c'est le gars, il arrive à l'écran, il se passe tout de suite un truc, quoi. Donc voilà, donc super casting. Ouais. Et puis on apprend énormément de choses, quoi, qu'on connaît pas, parce que déjà on connaît pas bien cette histoire de génocide. On en a parlé à l'époque dans les médias et tout, mais franchement, on a aucune idée du détail de ce qui s'est passé. Voilà. On apprend aussi que la France a eu un rôle un peu trouble pendant ce massacre et a notamment soutenu les régimes des Hutus qui massacraient les Tutsis, qui étaient considérés par la France comme des rebelles. Donc c'est intéressant de voir aussi par rapport à notre propre histoire que la France a parfois des positions qui sont un petit peu troubles. Ça pose beaucoup de questions sur la vision qu'on peut avoir d'un conflit quand on le regarde de l'extérieur comme nous, avec notre vision d'occidental, parce que et là où c'est vachement intelligent, c'est que la série passe son temps à nous faire regarder les événements en fait sous des angles différents, avec des témoignages différents, qui tout d'un coup nous fait regarder vraiment l'événement dans un angle différent qui le fait complètement changer en fait. On comprend quelque chose qui nous paraît dur, qui nous paraît horrible, tout d'un coup est expliqué par un protagoniste et finalement est un peu légitimé. Donc c'est assez bouleversant à la fois pour nous, mais à la fois pour le personnage de Kate qui elle veut des réponses finalement simples à un problème qui n'est pas simple du tout, quoi. Ça pose aussi la question sur la valeur des héros qu'on adule, puisque en fait, souvent dans les conflits, les héros d'aujourd'hui sont aussi les bourreaux du lendemain. Donc là, on le voit avec ce général qui a libéré les Tutsis, mais qui derrière a perpétré un massacre au Congo. Donc voilà, c'est une série avec laquelle il faut être assez prudent au niveau des faits qui sont énoncés parce que je pense qu'il faut faire des recherches à côté parce que on s'aperçoit que certains chiffres sont contestés, que certains faits sont contestés, mais ça n'empêche que c'est une série qui
déjà nous donne envie de nous intéresser à ce problème, nous donne envie de nous intéresser à cette histoire et surtout nous donne envie de s'intéresser à ce qui s'est passé après ce génocide et à toutes les conséquences qu'il y a actuellement en Afrique. Et rien que pour ça, je trouve que la série vaut vraiment le coup, au-delà de son côté thriller qui est vachement bien foutu, qui nous prend, qui est vraiment addictif, qui nous prend vraiment, qui nous garde en haleine pendant toute cette saison 1, qui se regarde franchement très très facilement, quoi. Ben écoute, en tout cas, alors déjà c'était très clair. C'était super clair. Et en bien, plus, franchement, c'est ça c'est donne pas envie de évident, le parce que regarder. même moi, des fois, en regardant le truc, on n'est pas. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de gentil et pas de méchant, quoi. Donc, finalement, c'est un peu compliqué de se dire, ah bah tiens, lui, ouais, c'est bien, et il va en prison, machin et tout. Et puis, en fait, on s'aperçoit assez rapidement que finalement, le gars, il mérite pas forcément d'être en prison. Et puis, enfin, tu vois, c'est compliqué de prendre parti, en fait. Et du coup, c'est compliqué de comprendre l'entièreté de la situation. Et pour ça, je trouve que c'est plutôt pas mal foutu, quoi. Ouais, mais justement, moi je préfère quand t'as un documentaire comme ça qui. Bon, là en l'occurrence, il peut pas, mais quand t'as un documentaire qui prend pas parti pour un côté ou pour l'autre, et du coup, ça t'oblige à te faire ton propre avis sans avoir de biais déjà. Franchement, moi je trouve ça hyper cool, Ouais. hyper intéressant. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que du coup, j'ai fait un peu de recherche à côté. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, les deux camps reprochent des trucs à la série. Et je me dis que quand les deux camps reprochent quelque chose à une série ou un documentaire, c'est que finalement, c'est qu'il doit pas être si loin que ça de la vérité, en fait. Et que les deux sont pas très clairs non plus. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, mais personne n'est clair, c'est de la politique, quoi. Ouais. Forcément. Forcément. C'est vraiment, c'est là où on s'aperçoit qu'on vit dans un monde pourri, quoi. Et surtout qu'on connaît pas les trois quarts des décisions qui sont faites par nos propres pays en termes de politique internationale. C'est assez vertigineux, même, hein. Enfin, moi, j'ai appris des trucs sur la France. Franchement, si même le tiers est vrai, c'est rien que ça, c'est flippant, quoi. Franchement. Eh bien, regardez cette série et si à la fin, Ouais, vous n'avez pas envie de vous tirer une balle, je vais vous conseiller autre chose aussi à regarder. Dans un tout autre Si genre. vous n'avez pas envie de vous tirer une balle, écoutez la Marseillaise. C'est pas faux. Donc si à la fin de Black Earth Rising, vous n'êtes pas encore assez dépressif, je vous conseille un autre truc qui va pas vous rendre plus dépressif, mais qui va pas vous rendre joyeux non plus. C'est la 2e saison de Punisher, que je n'ai pas fini de regarder, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas eu le temps. Mais j'en suis à... j'ai regardé une bonne grosse moitié de saison, on va dire. Alors, est-ce qu'il cicatrise bien, alors? Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de savoir de Punisher. Franchement... Est-ce qu'il a des problèmes de coagulation? Le souci, c'est que j'ai du mal à Est-ce qu'on le voit s'appliquer du mercurochrome en gros plan, en fait, non, alors, et par commencer contre, à panser ses plaies Ce qu'on le voit faire, c'est se retirer une balle des fesses. Et ça me fait beaucoup rire de le voir se retirer un trou de balle. Mais... Il a 2 trous de balle pour le prix d'un. Bah c'est ça. Bon. Le problème, c'est que je peux pas te dire s'il coagule bien parce que du temps qu'une cicatrice cicatrise, il s'en fait 3 autres. Donc tu vois, c'est difficile dur, de suivre le compte des blessures. C'est comme moi, je me suis coupé 2 fois, tu vois, en faisant la cuisine. Putain. Non mais faut faire attention aussi. J'ai une vie de Punisher, moi. T'as un problème contre les tomates ou c'est elle qui a un problème avec toi, je ne sais pas. Je pense que c'est plus ça en fait. Donc oui, Punisher, donc saison 2 qui est sortie il y a un petit moment, mais que comme à chaque fois je suis très en retard pour rattraper les séries. Madame est trop modeste, elle est juste sortie le mois dernier quand même. Hein. Oui, alors non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas regarder les trucs dans l'ordre où je les ai ratés, c'est que j'ai sauté des étapes. Il y a des trucs plus vieux que j'ai pas encore regardé. Elodie, c'est tout à fait normal, c'est 13 épisodes de 10 épisodes de 45 minutes, voilà, hein, que tu le mates genre un mois après. Oui, c'est pas grave, je vais pas dans le monde de Netflix, c'est tout à fait normal, quoi. Non, Netflix veut que tu le regardes le samedi quand ça sort le vendredi, enfin.
Mais c'est pas grave. Donc non, je l'ai regardé. J'avais surtout peur qu'on en parle ici avant que je le regarde. Et vu que j'ai l'impression que tout le monde, à part moi, s'en fout de cette série, donc du coup ça m'arrange, je peux en parler. Personne ne l'a fait avant. Donc The Punisher, la saison 1, j'avais bien aimé, même si au bout d'un moment je me faisais chier. 13 épisodes sur une série Marvel diffusée sur Netflix, c'est long. Et c'est long pour toutes les séries Marvel sur Netflix. Et là, pour cette deuxième saison de Punisher, je m'ennuie pas. Alors bon, la saison est pas terminée, mais de toute façon, pour la saison 1, je m'ennuie à partir du 3e et 4e épisode. Je trouvais ça hyper long. Ah oui, très tôt quand même, tu t'ennuyais. Oui, mais c'est pas que je trouvais... Et t'as regardé la saison 2? Mais oui, mais parce que je trouvais la saison globalement intéressante, mais les épisodes étaient trop longs. C'est que ça traînait en longueur, ils étiraient la sauce. C'est voilà. trop souvent comme ça, ouais. C'est ça. Sauf que là, pour le coup, c'est pas le cas. Enfin... À mon humble avis, c'est pas le cas. Déjà parce que il y a 2 méchants cette saison, donc ça fait qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à raconter. Donc on perd moins de temps. D'un côté, on va avoir un méchant qui est complètement cinglé, qui est John Pilgrim et qui est joué par Joss Stewart, qui au début, on sait pas trop ce qu'il vient foutre là, mais il a décidé de buter tout le monde pour récupérer des pellicules photos. Donc, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que déjà... C'est radical quand même pour une pellicule photo. Oui, mais il y en a 2, attention. Donc, bon, une, on se serait dit, bon, c'est un peu excessif. Mais il y a 2 pellicules, alors on se dit, bon, d'accord, c'est peut-être mesuré. Non, il a qu'à passer au numérique comme tout le monde, quoi. Enfin, oui, c'est vrai, c'est l'idée. Mais faut voir aussi que le personnage, il est assez spécial. C'est que c'est un mec qui a un peu le style mormon. Qui vit dans une petite localité, je sais pas trop où c'est situé, mais c'est un truc très très catho, très très cubéni. Et sa femme est malade, et lui il est habillé comme un prêtre, mais c'en est pas un. Et il est très très biblique, quoi. Faut avoir quand même l'idée de foutre un méchant qui est en fait un mormon qui cherche 2 pellicules photo, quoi. Oui, non, mais alors c'est un peu tiré par les cheveux, je te l'accorde, mais tout a ses raisons. Et ouais, non, il est assez intéressant, surtout que il est très bien joué, il a une froideur un peu flippante, et j'aime bien ce genre de personnage, en fait. Ouais, c'est cool. Et donc lui, finalement, il va être très présent dans le début de la saison, parce qu'à un moment donné, il faut quand même installer l'intrigue. Faut installer aussi que du coup, Punisher, il va rencontrer une autre personnage, donc j'ai complètement oublié son nom, puisque elle change de nom à peu près à tous les épisodes, puisqu'elle essaye de cacher son identité. Je crois que son vrai nom, c'est Amy. Mais après vous pouvez l'appeler n'importe comment, de toute façon elle répond, et donc c'est elle qui est poursuivie pour les fameuses pellicules. On te perd, Elodie, on te perd. Mince, je suis là. C'est pas grave, au pire c'est moi qui enregistre, donc les gens m'entendent. Ah d'accord. Mais oui, donc nous avons Amy qui est une adolescente qui s'est foutue dans la merde clairement, et c'est elle qui possède les pellicules, et donc Punisher va venir à son secours comme un grand chevalier sur son cheval ailé, enfin tout ça. Et du coup il va vite regretter, parce que déjà elle est chiante, elle fait rien de tout ce qu'il veut lui faire faire, et en plus du coup lui il avait rien demandé à la base, il passait juste dans un bar en train de dragouiller la barmaid, et il se retrouve avec des gens qui lui collent le cul pour le buter. Voilà, c'était un bon week-end qui s'annonçait, et puis finalement, non. Voilà, c'est ça, de vouloir sauver des ados. Et donc, de draguer dans les bars. C'est ça, c'est dommage. Ça partait bien, et puis voilà. Et donc nous avons ce premier méchant qui est là, et on a finalement quand même, et là ça me fait très plaisir, le retour de Billy Russo, qui est quand même mon petit chouchou, voilà. Et du coup qui incarne toujours le Jigsaw, mais on voyait pas vraiment Jigsaw dans la première saison. Là c'est vraiment le Jigsaw, donc il est beaucoup plus charmant que dans le comics, beaucoup moins balafré, parce qu'il fallait pas quand même trop entacher ce joli minois, j'imagine qu'il fallait quand même vendre la série. Mais il est très intéressant, parce que du coup c'est un personnage qui est devenu assez amnésique. Tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il y a un crâne blanc qui lui a défoncé la gueule en fait, et que du coup il va très mal le vivre, il va faire des cauchemars, il va devenir complètement fou, et il va poursuivre des gens, mais il sait pas trop qui, parce qu'il sait qu'on lui veut du mal, mais il sait pas exactement qui. Et il va sombrer petit à petit dans la folie, et du coup c'est un personnage qui devient beaucoup plus intéressant face à ce qu'il était dans la première saison. Le problème, dans la saison 2, c'est le Punisher. Je ne sais pas qui a écrit le Punisher, mais là, enfin je sais pas, c'est qu'il est complètement il est plus du tout en phase avec le reste de la série, c'est que d'un seul coup il devient complètement fou, mais sans aucune raison. Il part en roue libre en fait, mais c'est
pas justifié par l'histoire. C'est juste à un moment donné, il va être complètement normal à essayer de sauver des gens et à avoir un peu même d'amour pour certains personnages. Et d'un seul coup, juste il tape dans des murs parce que pas content. Voilà. Donc en fait, c'est ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'ils ont, ils ont essayé de transformer le Punisher en diable de Tasmanie en fait. Ouais, c'est un peu ça. Il fait des tours sur les mêmes en gueulant et en tirant partout. Ouais. C'est exactement donc ça. C'est le diable de Tasmanie avec un fusil. Quoi. C'est ça. C'est un peu dangereux. Mais sinon. Mais en fait, la série est quand même intéressante, mais c'est dommage que le Punisher gâche une saison qui aurait pu être vraiment très très bien. Et lui, au milieu, finalement, il fait un peu de tâche. Et c'est au final les personnages qui incarnent les méchants qui sont plus intéressants que le personnage principal. Mais bon, à part ça, ça reste quand même assez épisodique qu'il y a des moments de complète. On sait pas trop. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est quand même déjà avoir un bon méchant. Et puis là, même t'en as deux, alors du coup. Deux bons méchants pour le prix d'un, c'est cool. Bah voilà. Donc en tout cas, j'ai presque envie de regarder. Ouais, mais franchement, je vous conseille de regarder la saison 2, même si vous avez pas vu la saison 1. Je pense que limite, vous pouvez enchaîner directement sur la saison 2, surtout si vous connaissez déjà les comics. Franchement, ça reprend à peu près l'histoire. Tant que vous savez qui est le Punisher, ce qu'il a fait, et à peu près Jigsaw, vous avez même pas besoin de savoir ce qui lui est arrivé, parce que de toute façon, dans les premiers épisodes, vous avez assez de flashbacks voilà, pour faire une saison de Arrow. Donc franchement, c'est très regardable. Et donc en fait, s'il n'y a pas de saison 3, est-ce que ça te fait chaud? Est-ce que ça te fait froid? Est-ce que ça te fait ni chaud ni froid? Alors, je te donnerai une réponse définitive que j'aurai fini la saison, voir comment ça se conclut. Mais après que ce soit annulé, moi ça me ni chaud ni froid pour l'instant, parce que de toute façon déjà on s'y attendait. De toute façon tout le reste est parti. Punisher c'était un des derniers à être annoncé. Et j'ai envie de dire, il y a quand même de grandes chances pour qu'il revienne ailleurs. Donc je lui fais pas complètement mes adieux, mais en soi, même s'il revient pas, c'est pas très grave. C'est pas une grosse perte non plus. C'est pas comme Counterpart qui va vraiment manquer, quoi. Oui. Voilà, c'était tout pour moi pour The Punisher. Voilà, donc ça c'était les séries dépressives de la semaine. Et j'espère que Florian, tu vas nous amener un petit peu de joie et de bonheur, puisque toi, alors tu prononces la série Pen 15, moi je la prononce Pénis en fait. Oui, non, c'est ça, en fait, on a tous les deux raison, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est la vanne, en fait, donc la série s'écrit Pen 15, en fait, mais le logo de la série ne laisse aucun doute quant au jeu de mots qui fait que l'on peut le prononcer, on peut prononcer ça pénis. Voilà. Tu viens de faire la soirée de Olivier, là. Je suis d'une innocence, moi, c'est dingue. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la dernière comédie de Hulu. Et le mieux que je pourrais vous dire pour expliquer ça, c'est que c'est un espèce de remake mis dans les années 2000 de Freaks and Geeks. Mais vraiment. Donc, c'est exactement le même ton. Sauf que au lieu d'avoir un ensemble de teenagers qui sont un tout petit peu paumés, qui sont un tout petit peu à s'emmerder, voilà. Là, en fait, on a deux meilleurs amis qui jouent leur propre rôle. Donc, en fait, c'est une autofiction. Donc, c'est une autofiction qui même colle à leur peau, puisque on voit dans le générique en fait les vraies créatrices de la série alors qu'elles étaient à l'âge donc de leur personnage. Donc en fait c'est créé par Maya Erskine et Anna Konkel et donc les deux jouent des meilleurs amis donc en entrant à peu près donc en 6e ou 5e, enfin elles sont au 7th ou 8th grade en fait, je sais pas à peu près combien ça fait. C'est la 5e et la 4e. C'est ça, 5e, 4e. Enfin, en tout cas, elles ont 13 ans, et elles ont 13 ans en l'an 2000 en fait, comme les vraies créatrices. Et le concept de la série, c'est qu'elles jouent leur propre rôle à l'âge de 13 ans, entourées par des acteurs qui ont vraiment 13 ans. Donc en fait, c'est déjà le concept est vraiment assez chelou, mais c'est vraiment nihiliste dans le sens où elle joue littéralement des adolescentes avec
avec leur prise de tête, avec leur mode d'expression et tout ça. C'est vraiment des rôles de composition à donf. Et donc les épisodes sont vraiment leurs aventures, alors qu'elles essaient de plus ou moins de s'insérer au lycée, mais en fait on suit surtout ce duo donc de Maya et Anna, et surtout plus ou moins leurs aventures et mésaventures. Alors, c'est clairement pas un style d'humour qui va plaire à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça très 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 réussi. J'ai trouvé ça, pour tout dire, j'ai vu 3 épisodes, je trouve ça vraiment génial. C'est coproduit par les gens de Lonely Island, en fait, donc Andy Samberg, Jorma Tacon et Ankiva Schaffer. Ça n'a absolument rien à voir avec la sensibilité de Lonely Island ou même les autres choses qu'ils ont pu faire. Ça a l'air beaucoup plus fin. Non, enfin, c'est vraiment très gras. Le truc, c'est que, honnêtement, Maya Erskine, en fait, elle joue donc son propre rôle à l'âge de 13 ans, et c'est une vraie révélation dans le sens où elle fait jamais. Le truc, c'est ça qui fait que la série est vachement bizarre, c'est que on a vraiment l'impression de voir des ados s'emmerder ensemble, ne pas trop savoir dialoguer, essayer de faire des paris, etc. et tout. Et c'est des choses où en fait l'humour vient du fait que elles font des choses connes d'adolescentes vraiment paumées, donc elles sont à passer des heures au téléphone, à se faire ce genre de choses. Mais ce sont c'est adorable dans le sens où elles sont elles sont très ordinaires, quoi. Et moi, j'ai pas trop envie de décrire un tout petit peu les épisodes parce que je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais ça, c'est vraiment spé. Donc le 3e épisode que je viens de voir pour vous décrire un peu le truc. Maya, donc le personnage de Maya va passer l'épisode entier à se cacher de son ami parce que elle découvre sa sexualité et elle découvre la masturbation. Et donc en fait l'épisode, en fait on va la voir en train de se masturber à peu près dans tous les lieux possibles et imaginables parce qu'elle vient de découvrir sa sexualité. Et comme elle ne souhaite que personne ne le sache, en fait du coup elle commence à mentir à Anna, etc. Et au milieu de l'épisode, en fait elle se rend compte que le spectre de son grand-père l'observe pendant qu'elle est en train de se masturber, et ça, voilà. Ah oui, Ça, c'est totalement nihiliste, et c'est vraiment hilarant. Et le truc, c'est que c'est tellement bien interprété et tellement vécu que moi, je ne peux que absolument adhérer. Honnêtement, je crois que c'est mon 2e coup de cœur du début d'année. C'est vraiment un vrai niveau de comédie ado. Ouais. Ouais, mais alors du coup, parce que dans Freaks and Geeks, par exemple, c'était quand même très réaliste comme traitement. Là, ça a l'air d'être un peu plus, je sais pas comment dire. Il y a un tout petit peu, il y a des incursions un tout petit peu dans la comédie crasse, mais le plus souvent, en fait, ce qui fait que c'est ordinaire, en fait, c'est que elles jouent, elles s'expriment vraiment, elles ont le langage corporel vraiment d'ado de 13 ans, en fait. Donc ça fait que ça rend pas du tout, on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à des trentenaires qui jouent elles-mêmes à 13 ans, quoi. C'est ça qui, mais on nous le fait jamais forcément oublier, quoi. Et ouais, enfin, honnêtement, j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai trouvé ça aussi touchant, quoi. Et honnêtement, je trouve franchement que le Maya Erskine, c'est vraiment la révélation de la série, quoi. Bah écoute, je pense que je vais beaucoup aimer, en fait. Je vais essayer de regarder ça ce week-end, mais Bah, déjà, tu m'as eu en disant Freaks and Geeks, donc. Ouais, pour moi, non, mais c'est ça. C'est que c'est Freaks and Geeks pour 2019, tout simplement parce que il y en a pas énormément dans les premiers épisodes, mais autant Freaks and Geeks, en fait, tu avais pas mal de références aux années 80, en fait, et donc il y avait pas mal de Judd Apatow s'inspirait pas mal de sa propre adolescence et tout pour écrire la série, et qu'il y avait aussi pas mal de gens, des ados qui ont fini par écrire pour la série, par exemple Seth Rogen, en fait. Là, en fait, le concept de Pen 15, c'est que ça se passe dans les années 2000. Donc, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les portables, il y a un tout petit peu, voilà, les gimmicks de l'époque, mais ça reste
ça reste très très marqué début de lycée, début des années 2000. Donc, comme moi, j'avais littéralement 14 ans en l'an 2000 et que les personnages ont 13 ans, ça fait que j'ai aussi eu l'impression, non mais j'ai eu aussi l'impression que de revivre mes années collège. C'est quand même assez et ça donne une expérience qui est quand même assez surréaliste, quoi. Même si pour le coup c'est centré autour d'un duo féminin, quoi. Et donc on en parle du spectre de ton grand-père ou... Non. Ah, en tout cas, je viens de taper le truc sur Google là, les tronches qu'elles ont les filles, c'est quand même génial. Ah ouais, avec les têtes qu'elles ont, au moins c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. Pour moi c'est une réussite totale, hein. Enfin, c'est franchement. Non mais c'est bien, c'est original, au moins ça change de ce qu'on a vu comme comédie ces derniers temps. Ah mais je pensais, c'est ça, le truc c'est que je croisais les doigts en démarrant la série que en fait ça soit pas trop chelou, et en fait ça ne l'est pas du tout en fait. À la fin du premier épisode, tu oublies le concept de la série, quoi. Tu y crois à donf, quoi. Très bien. Et ben écoute, j'espère que ça a donné envie à tout le monde. À diffuser Ça risque d'être diffusé ailleurs que sur Hulu, on pourra voir ça en France. Alors, honnêtement, pour l'instant, la série n'est pas annoncée. Moi, ce que j'espère, après, donc ça vaut ce que ça vaut, j'espère que ça va être inclus dans le marathon comédie pour Sérimania, parce que franchement, elle vaut autant le coup que ça, quoi. Après, le problème, c'est que enfin, dont on parlera probablement la semaine prochaine, étant donné que Sérimania 2018 annonce sa sélection mercredi prochain, c'est que historiquement, les comédies sélectionnées à Sérimania font toujours beaucoup moins de retentissement que les séries dramatiques. Donc, et c'est bien je dommage. sais pas si ça aiderait. Très bien, et bien en tout cas merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait ces recommandations. J'espère que ça a donné envie aux gens qui nous écoutent de regarder tout ça, parce que c'était de très bonnes recommandations. Il est temps maintenant malheureusement de se quitter, et je vais vous demander votre mot de la fin, Olivier. Véronica. D'accord. Spécial dédicace. J'ai un coffret Véronica Mars là devant moi. Donc, j'ai levé la tête, j'ai vu ça, j'ai dit comme une révélation, un truc. Il y avait de la lumière au-dessus, avec une auréole et tout. Donc, wow. Voilà. Véronica. Florian? J'ai envie de dire Denis Quaid. Voilà. D'accord, ok. Pas le même genre que Véronica, mais... Il y avait le spectre de Denis Quaid qui était derrière. Voilà, c'est ça. Non, mais moi j'ai non, mais c'est en même temps, on avait tellement d'actu à parler. En fait, moi j'aurais pu ajouter qu'il y a une série avec Denis Quaid qui arrive sur Netflix, parce que je suis en ouf. Donc là, j'essaie à nouveau de prolonger le podcast en faisant ça. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ce sera dans les bonus d'après podcast. Alors si vous vous abonnez pour la modique somme de temps par mois, vous pourrez avoir les bonus de Florian en fin d'émission. Et aussi dans les bonus du DVD qui sortiront pour Noël, bien sûr. Quant à moi, mon mot de la fin, ce sera Mont Blanc. Parce que j'ai bu de la bière qui vient du Mont Blanc et qu'elle était vachement bonne. Ah ouais, c'est super bon, la bière Mont Blanc. C'est mieux de boire de la bière que de boire de la crème dessert Mont Blanc, en fait. Ouais. C'est pas le même rendu. C'est pas le même rendu. Je plus sois ce choix de la bière Mont Blanc. Ouais. Voilà, si vous avez l'occasion, élu meilleure pale ale de l'année 2018, et elle est française, la bière du Mont Blanc fait avec les eaux de la montagne. Voilà. Ouais. Donc, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à nous dire à quel point vous nous aimez. Si c'est pour nous dire que vous ne nous aimez pas, eh bien écoutez, ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est très gentil à vous, mais ne le faites pas. Si vous avez des témoignages de gens qui ont fait pipi en écoutant le podcast, c'est ça. Voilà. Si vous pouvez prier pour que Elodie passe à la fibre, parce que je ne suis vraiment pas sûr du rendu du podcast de ce soir. Eh bien, j'ai la fibre, figure-toi, et moi je vous entendais très bien. Donc de mon côté, normalement tout va bien. Loud and clear, comme on dit. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus dans le podcast. Donc à tous ceux qui nous écoutent et à vous deux, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée, une très bonne matinée, je ne sais pas, une très bonne écoute en tout cas, et surtout, un très bon Bon Jovi. Bon Jovi,
dis-nous, pourquoi il y a trop le désordre dans tes vidéos? Mais tu sais, toutes mes vidéos là, ça se passe en bas, hein. Oui, tu sais, après 2 ou 3 gorgées comme ça.